Bonjour à tous, je m'appelle Walid Ben Abderrahmane, je suis architecte solution chez Amazon Web Services depuis 2 ans et demi. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment sécuriser votre architecture de A à Z. L'idée ici, c'est de voir comment on inclut la sécurité dans la conception dès le départ, dans la conception de votre environnement AWS, des ressources que vous allez déployer et des applications que vous allez mettre sur AWS. Pour cela, nous allons essayer de voir les 7 points suivants. Nous allons avoir des actions à la fin de chaque point. On fera une démo à la fin de la présentation et il sera un peu de temps pour des questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions que je prendrai à la fin. Alors, on va commencer par comment on implémente une gouvernance sur AWS. Ici, l'idée, c'est d'implémenter une structure multi-compte. L'idée d'une structure multi-compte, c'est de vous permettre de mapper votre organisation actuelle en premise sur AWS. Donc, dans cet esprit-là, on va avoir un certain nombre de comptes qu'on va utiliser sur AWS, un compte étant un tenant entier et non pas un compte utilisateur. Donc, ça sera un compte où on verra des ressources AWS qui vont tourner. Et dans ce cas-là, on va avoir deux catégories de comptes. D'un côté, des comptes qu'on appellera des comptes d'entreprise. Dans ces comptes-là, on va avoir plusieurs comptes qui vont être spécialisés, notamment un compte pour la sécurité, un compte pour les services partagés et un compte justement pour les logs. Le compte de sécurité, comme le nom l'indique, ça sera un compte qui va être utilisé par les équipes de sécurité qui auront seulement eux l'accès à ce compte-là. Dans ce compte, ils peuvent déployer des outils de sécurité, des outils comme des CIEM, des outils que vous avez potentiellement en premise, que vous voulez reprendre sur AWS, ou des services de sécurité proposés par AWS qu'on verra justement tout le long de la présentation, qui vont utiliser pour justement voir et prendre des actions sur l'ensemble des comptes de l'organisation sur AWS. On aura un compte de services partagés et comme le nom l'indique aussi, c'est un compte dans lequel on va avoir des ressources qui vont être partagées entre les différents autres comptes et les différents workloads et applications sur votre organisation. Un exemple simple serait par exemple l'Active Directory, le DNS ou tout autre service qui pourra être utilisé par les applications dans votre organisation dans sa globalité. Donc, on va dédier un compte et on va avoir des ressources à l'intérieur de ce compte-là pour l'ensemble de l'organisation. Et un autre compte que j'aimerais bien encore citer, c'est le compte de logging. C'est un compte qui va être où on va mettre tous les logs applicatifs ou les logs sur les ressources AWS, qu'on verra justement par la suite. On va les mettre au niveau de ce compte-là et on va mettre en place un ensemble de règles de sécurité d'une telle sorte à ce que ce compte-là ou ces logs-là deviennent votre source de vérité. Donc, demain, si quelque chose arrive, demain, si vous avez un audit, demain, si vous avez une recherche à faire, donc vous pouvez vous appuyer sur les logs que vous avez enregistrés au niveau de ce compte-là, ce qui vous permettra justement de faire des investigations dans ces logs. Donc, on va les archiver, on va les sécuriser, on va appliquer des règles de sécurité à ce niveau-là. Il y en a d'autres comptes qu'on peut appeler des comptes d'entreprise, comme par exemple un compte pour la partie réseau, un compte pour la partie audit Internet, un compte pour la partie billing. Donc, l'idée ici de ces comptes-là qu'on va appeler des comptes d'entreprise, c'est que ça sera des comptes dédiés pour les fonctions core que vous allez avoir sur AWS. Et ensuite, on va avoir en parallèle des comptes qui vont être utilisés pour, par exemple, la production. Des comptes qui vont être utilisés pour le dev, des comptes qui vont être utilisés pour la pré-production. Donc, ces comptes-là qui vont être spécialisés, que vous allez mettre par business unit, par projet, par workload, par équipe, selon votre organisation. Ces comptes-là, on va les avoir en parallèle et il y aura un accès directement de vos collaborateurs directement sur ces comptes-là pour justement déployer des applications. Ces comptes-là seront liés au compte organisationnel. Par exemple, le compte sécurité aura un accès tout le temps à ces comptes pour justement avoir une visibilité et prendre des actions en cas d'attaque ou de menace d'attaque. Et par ce biais-là, vous voyez, on a essayé de créer une organisation, une gouvernance, ce qu'on appelle une gouvernance par l'approche multi-compte. Donc, on va créer une gouvernance qu'on va utiliser à l'intérieur d'AWS et on va appliquer des règles de sécurité, des règles de gouvernance à ce niveau-là qui nous permettra d'être efficace et de déployer nos workloads applicatifs d'une manière sécurisée. Pour le faire, on a justement un service qu'on a annoncé dans le dernier event qui s'appelle Control Tower, qui vous permet de déployer cette organisation-là et de justement appliquer les best practices en termes de sécurité et de gouvernance à l'ensemble de ces comptes. D'accord? Donc, vous pouvez l'utiliser. Donc,
il n'est pas encore GA, mais il sera très bientôt. En attendant, il y a une solution qu'on appelle la Landing Zone Solution qui vous permettra d'une manière automatisée. Donc, on a un template, des templates qui sont fournis par AWS qui vous permet justement de déployer l'ensemble de cette gouvernance. Voilà une première approche que je vous invite à faire dès maintenant, que vous ayez des comptes sur AWS ou vous commencez justement sur AWS prochainement d'appliquer cette organisation-là pour avoir une gouvernance du premier jour. Alors, une fois qu'on a compris cette partie-là de l'approche gouvernance par les comptes ou par plusieurs comptes, on va justement un peu parler de l'identité. L'identité qui est un élément important dans votre approche sur AWS. Et quand on parle d'identité sur AWS, on parle d'AWS Identity and Access Management. C'est le service AWS qui vous permet de gérer les identités sur AWS et de leur donner des autorisations sur AWS. Alors, le service permet de définir des utilisateurs, de définir des méthodes d'authentification et de leur donner des autorisations pour justement utiliser leurs ressources AWS. Chose importante, c'est pour utiliser les ressources AWS et non pas pour la partie applicative. Donc, ce n'est pas utilisé pour vous connecter, pas pour vos applications. Il y a d'autres services AWS qui vous permettent de le faire, notamment, je pense, à AWS Cognito ou les services comme Managed Service ou l'AD managé par AWS. Ici, IAM vous permet de définir des utilisateurs, de définir des groupes d'utilisateurs et de leur donner des autorisations. Et ce qu'on vous recommande d'avoir, quand il s'agit d'autorisation, c'est de leur donner des autorisations les plus granulaires, justement, et de leur donner le moins de privilèges d'une telle sorte à ce qu'ils fassent, l'objectif, c'est qu'ils fassent ce qui est attendu par eux avec le moins de privilèges et vous pouvez leur donner, bien sûr, plus de privilèges par la suite. Alors, si on va plus loin sur la partie IAM, on va avoir des utilisateurs IAM que vous allez justement de définir de manière. La première, c'est de créer des utilisateurs nominatifs directement sur IAM. Donc, vous pouvez créer des utilisateurs sur IAM qui vont se connecter. Vous leur activez le MFA. C'est une recommandation forte de notre part. Il y a deux types de MFA. Il y a des tokens logiques et des tokens physiques. Donc, à ce niveau-là, vous leur donnez la possibilité de le faire et vous leur appliquez des stratégies de mot de passe, des rotations de mot de passe, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première manière de faire. La deuxième aussi que je vous invite à voir, c'est d'utiliser la fédération d'identité. Si vous avez un référentiel d'identité à l'extérieur ou sur AWS, c'est de l'utiliser pour justement vous connecter, pour accéder, pour avoir juste un seul et unique référentiel central depuis lequel on va gérer ces utilisateurs-là. Et on va le faire par la fédération d'identité avec du ACML. Si vous créez des utilisateurs sur AWS, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de créer des groupes IAM. Donc, vous allez créer des groupes d'utilisateurs, vous allez leur donner des droits à ces groupes-là et vous affectez les utilisateurs à ces groupes, ce qui vous permettra justement de gérer d'une manière plus simple et plus efficace ces utilisateurs et les droits que vous donnez à ces utilisateurs. Un troisième point très important dans le cadre de l'identité sur AWS, c'est le rôle. C'est quoi un rôle? C'est une entité logique qui vous permet justement, on va parler d'assumer un rôle quand on utilise AWS. Ce rôle-là, contrairement à un utilisateur, n'a pas de username, il n'a pas de password, il a juste la possibilité, vous définissez un rôle et ce rôle, vous l'affectez ou vous le donnez d'une manière temporaire ou permanente à un utilisateur. Donc, ce qui permettra justement d'effectuer une tâche sur AWS. Un exemple simple, on a un utilisateur qui peut être un administrateur réseau. Si demain, vous voulez lui donner plus de droits sur la plateforme pour créer par exemple des machines virtuelles, vous pouvez lui donner un rôle temporaire ou permanent qui vous permettra de démarrer des instances sur AWS, d'arrêter des instances, ainsi de suite. Et bien sûr, on parle de politique IAM, donc c'est les policies que vous allez définir. On a deux types de policies. On a des policies managées par AWS qui sont proposées par AWS qui vous permettra justement de faciliter. Donc, vous allez avoir des policies de read-only, des policies qui vous permettent d'avoir des tâches pour la partie réseau, pour la partie sécurité, pour la partie base de données qui sont spécifiques à certains services. Donc, ça, c'est des policies managées que vous pouvez utiliser. Et vous pouvez, bien sûr, en parallèle, créer vos propres policies et les affecter à ces utilisateurs. Donc, voilà une vue d'horizon sur l'ensemble des options que vous pouvez trouver sur AWS. Alors,
Les actions que je vous invite à faire à la fin de cette présentation, si vous avez un compte AWS ou si vous allez créer un compte AWS, c'est, première chose, un compte utilisateur qui s'appelle root. Ça, c'est un compte très spécifique, très important. Alors, c'est le compte qui va créer, c'est le compte utilisateur qui va créer un compte AWS et ce compte-là ou cet utilisateur-là est très important. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne jamais l'utiliser, ou on va dire l'utiliser que dans certains cas qui sont d'ailleurs énumérés sur AWS. Il y a certains cas ou certains services ou certaines actions que seul le root peut faire. Donc, ces actions-là sont énumérées, c'est une quinzaine. Donc, en dehors de ça, ce que je vous invite à faire, c'est de créer un super administrateur en parallèle, de lui donner les droits et à partir de là, de créer d'autres utilisateurs, de leur donner le moins de privilèges possible et de pouvoir l'utiliser. Activer le MFA sur cet utilisateur root, activer un token physique. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire un token physique que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site d'Amazon et à partir de là, de sauvegarder ou de garder ce token physique dans un lieu sûr. Si vous avez un coffre-fort, mettez-le dans un coffre-fort et ne l'utilisez pas. Ensuite, bien sûr, configurer tout ce qu'on vient de dire, une stratégie de mot de passe, des informations et auditer justement. Ce qui est important, c'est pas juste de le faire, c'est d'auditer l'accès à ce route-là pour savoir si vraiment il n'est pas utilisé sur la plateforme. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, définissez des utilisateurs et donnez-leur le moins de privilèges, donnez-leur des MFA, définissez des politiques des mots de passe, des longueurs spécifiques, une rotation définie pour des mots de passe. Il y a un autre point important que j'aimerais bien citer ici, c'est que les méthodes d'accès à AWS, les méthodes d'accès justement à votre compte AWS, c'est, on a dit, username, password, un utilisateur et un mot de passe. Et vous avez aussi une autre façon de faire via les access keys et secret keys qui sont utilisés pour justement signer les appels API. Donc, tout ce qui se passe sur AWS, c'est des API. Et donc, pour pouvoir le faire, on va signer ces appels API. Donc, les access keys et secret keys qui sont aussi importants justement que vos usernames et mots de passe, ce que je vous invite à faire, c'est de justement les protéger. Pourquoi les protéger? Parce qu'on a eu quelques cas où les clients les stockent sur des guides publics, les stockent sur un code qu'ils ont déployé. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont besoin de signer des appels API via les SDK AWS sur AWS. Et dans ce cas-là, ils les stockent et ils les oublient. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas ne pas les mettre sur des guides et de faire attention à ce niveau-là. Donc, au lieu d'utiliser des access keys et secret keys qui sont dans ce cas-là statiques, je vous invite à avoir des access keys et secret keys qui sont plutôt dynamiques. Donc, on va utiliser quoi? On va utiliser AWS STS qui vous permet de définir ces access keys et secret keys d'une manière temporaire, de quelques minutes à plusieurs heures. Et à la fin de cette période-là, on va justement désactiver ces access keys et secret keys, ce qui sera d'un point de vue sécurité le plus intéressant pour vous. Donc, essayez d'utiliser cette partie. Et un dernier point par rapport à l'identité et à l'authentification, c'est justement d'auditer. Donc, on a dit de donner de moins de privilèges, mais en même temps d'auditer les accès sur AWS. Il y a un service qui s'appelle Access Advisor qui peut vous donner une idée, qui peut vous donner quels sont les appels API, quelles sont les actions qui sont utilisées par vos utilisateurs avec les droits que vous leur avez donnés. Et n'hésitez pas à utiliser des rôles pour justement leur donner plus de privilèges et justement de voir de quelle manière vous allez le faire. Voilà, en ce qui concerne la partie Identity and Access Management, voilà quelques ressources, la partie IAM, la partie STS, organisation qu'on a vu justement pour tout ce qui était gouvernance multi-compte et il y a une vidéo de Reinvent qui peut vous permettre d'aller plus loin sur la stratégie multi-compte que je vous invite aussi à voir. Alors, après l'identité, on va parler de la traçabilité. C'est une composante très importante chez AWS. La traçabilité, l'idée derrière, c'est de pouvoir détecter ce qui se passe au niveau de votre compte AWS ou au niveau de votre organisation, au niveau de tous les comptes que vous aurez sur AWS. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir capturer et analyser les logs pour identifier une potentielle menace de sécurité sur votre organisation. Donc, on va d'abord capturer les logs. Donc, il faut activer les logs sur AWS, les logs que AWS vous fournit ou les logs applicatifs que vous avez au niveau de vos applications. Donc, on les capture en premier et ensuite, on les analyse. C'est une chose très importante, on les analyse par la suite et on prend des actions de rémédiation suite à cette analyse de log.
Alors, on va parler d'abord de la détection. Quels sont les services AWS qui vous permettent de le faire et de quelle manière on va le faire? Donc, le premier service que je vous invite à voir et à utiliser, c'est AWS CloudTrail. AWS CloudTrail vous permet de tracer, de loguer la majorité des appels API sur AWS. On vient de le dire, tout ce qui se passe sur AWS, c'est des API, que vous y accédez depuis la console AWS avec une CLI ou avec des API ou des SDK AWS, tout est appel API. À partir de là, on va tracer la majorité des appels API sur CloudTrail. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de personnaliser. Pourquoi je vous dis personnaliser? Parce que CloudTrail est activé par défaut sur AWS. Ce que je vous invite à personnaliser, c'est justement de les stocker sur des buckets S3, de pouvoir les analyser par la suite, d'appliquer du chiffrement sur ces buckets-là et de les archiver, par exemple, dans les comptes de log qu'on vient de voir au début. Donc, là, CloudTrail vous permet justement de loguer la majorité des appels API. Un deuxième service que je vous invite à explorer, c'est Amazon GuardDuty. D'ailleurs, Amazon GuardDuty qu'on verra à la fin de la présentation dans la démo, c'est un service AWS que vous activez avec un clic et qui vous permet de analyser d'une manière automatique et continue les logs CloudTrail, VPC Flow Log et les DNS Log et de vous analyser ça et vous analyser les menaces potentielles en se basant sur l'intelligence artificielle et autres services tiers que je vous partagerai à la fin de la présentation. Et donc, justement, d'analyser ça. Et ce qui est important, bien sûr, c'est de prendre des actions suite à ça. Ce n'est pas juste d'analyser, c'est de prendre les actions par rapport à ça. Un autre service qui est intéressant, qui est important à connaître, c'est AWS Config. AWS Config qui a principalement on va dire deux fonctionnalités majeures. La première, c'est qu'on peut le considérer comme une CMDB, donc ça vous permet d'avoir l'ensemble des ressources qu'il y a sur AWS. Si demain, on parle de règles firewall, donc via justement AWS Config, vous avez la possibilité d'avoir une timeline, donc vous pouvez voir dans le temps, de revenir en arrière, de voir la configuration des règles de sécurité, des règles firewall que vous avez appliquées. Donc, ça vous permet d'avoir une CMDB que vous pouvez utiliser en cas d'audit. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'avoir des rapports d'activité sur AWS. Donc, il y a un certain nombre de rapports ou un certain nombre d'actions qu'on a déjà prédéfinies sur AWS que vous pouvez utiliser, de type je veux chiffrer mes disques, mes volumes disques sur AWS. Donc, j'aimerais bien avoir un rapport de savoir quels sont tous les disques qui sont chiffrés ou pas, celles qui sont conformes au chiffrement, celles qui ne sont pas conformes au chiffrement et de quelle manière, justement, une fois qu'on a ce rapport-là, il faut prendre des actions pour chiffrer les comptes parce qu'on vous recommande justement de chiffrer tout sur AWS et on reviendra sur le point de chiffrement. Donc, AWS Config vous permet de faire ces deux actions-là. Donc, c'est un service aussi que je vous invite à faire. Donc, les trois services-là, justement, je vous invite à faire et à l'utiliser vivement sur AWS. Alors, on parle de détection, on parle aussi de métriques et de journalisation. Ici, le service phare, je pense qu'il est incontournable à utiliser, c'est Amazon CloudWatch. Amazon CloudWatch, il y a trois fonctionnalités. La première, c'est d'avoir des métriques. Donc, avoir des métriques sur l'ensemble des services AWS. Il y a des métriques qui sont prédéfinies par AWS. Je vous donne un exemple simple. Si on démarre une machine virtuelle, vous allez avoir des métriques, par exemple, sur la partie CPU, par exemple, sur l'activité réseau, par exemple, sur l'activité disque. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va remonter les métriques sur AWS. Et de cette manière-là, en remontant ces métriques, vous allez avoir une vue opérationnelle de ce qui se passe sur les workflows des applications. Donc, à partir de là, on va aussi prendre des actions, on va avoir des notifications, on va justement enclencher un process automatique si demain, je découvre qu'il y a quelque chose d'anormal avec les métriques que je remonte avec CloudWatch. Après, on a la partie, donc ça c'est la première justement grande option de CloudWatch. La deuxième, c'est CloudWatch Logs. Comme le nom l'indique, l'idée c'est de récupérer, donc justement ça vous permet de remonter les logs applicatifs sur Amazon CloudWatch. Donc de sorte à ce que vous pouvez les analyser et vous pouvez justement prendre des actions suite à ça. Le troisième, c'est Amazon CloudWatch Events. Celui-là, il vous permet d'avoir les logs en presque temps réel. Donc là, l'idée, c'est que les logs API, donc les appels API en presque temps réel. À chaque fois qu'il y a un appel API, vous pouvez le capturer directement avec Amazon CloudWatch Events et derrière, d'enclencher des actions, appel à une fonction lambda, alerte avec une notification SNS. On va faire appel à une instance OC2, ainsi de suite. Donc, l'idée ici, c'est justement, on capture des appels API en presque temps réel et on actionne
quelque chose derrière. Donc voilà les quelques services qui sont sur AWS. Donc on a parlé des logs, on a parlé de CloudTrail pour la majorité des appels API que vous devez analyser. On a parlé de CloudWatch pour pouvoir les récupérer, de config. L'idée suivante que je disais, je répète, c'est l'analyse de log. L'analyse de log, on a cité quelques points. Envoyer des alertes via, par exemple, Amazon SNS qui permet d'envoyer des SMS, des mails ou des notifications push, d'automatiser les actions derrière avec AWS Lambda notamment ou d'autres workflows que vous démarrez et surtout, pourquoi pas, justement, les intégrer, c'est pas pourquoi pas, il faut les intégrer à un SIEM. Si vous avez un SIEM, vous pouvez le déployer par exemple sur le compte sécurité qu'on vient de voir au début sur l'organisation et de pousser tous les logs au niveau de ce SIEM-là, l'enrichir et prendre des actions suite aux alertes qui va vous remonter. Alors, un service que justement que je vous invite aussi à explorer, c'est Security Hub. Security Hub, c'est un service qu'on a lancé il y a quelques mois sur Reinvent. Il est toujours en preview, mais vous pouvez l'explorer dès maintenant. Il vous permet justement d'agréger, on le verra pendant la démo, d'agréger des alertes ou d'agréger les logs qui sont remontés par GuardDuty, par Inspector, par Macie, par d'autres partenaires sécurité qui peuvent vous remonter ces logs d'une manière unifiée avec un format justement unifié. C'est ça la puissance aussi de Security Hub et d'avoir un seul dashboard sur lequel vous allez avoir la vue globale de la sécurité sur vos comptes AWS. Donc, vous pouvez avoir une vue globale unifiée sur ce qui se passe au niveau de votre compte ou des comptes de votre organisation, de telle sorte à prendre des actions justement par la suite. Ce qui est important, bien sûr, c'est de prendre des actions et d'avoir aussi ce dashboard qui vous permettra de voir et d'analyser l'ensemble des règles de sécurité. Et en parallèle, bien sûr, chaque service pourra le faire. Mais ici, l'idée, c'est d'avoir un seul dashboard unifié. Le service s'appelle Security Hub et on verra, on aura un aperçu justement pendant la démo tout à l'heure. Alors, passer à l'action, on l'a dit. Donc, justement, là, vous avez un certain nombre d'actions que je vous laisserai lire. Mais l'idée, pareil, est d'adapter la configuration de CloudTrail. On a dit il est activé, donc de l'adapter, de le récupérer, d'utiliser Amazon GuardDuty pour l'analyse de menaces de threat, de configurer les logs applicatifs et d'infrastructures pour les récupérer sur Amazon CloudWatch Logs, d'utiliser des SIEM, ainsi de suite. Donc voilà une liste d'actions que je vous invite à avoir quand vous aurez la présentation ou vous pouvez la revoir par la suite. Alors, bien sûr, quelques ressources pour aller plus loin. L'idée ici, c'est pas de faire un dive deep sur chaque composant. Si vous voulez, donc il y a ces liens-là, vous pouvez y aller pour naviguer et voir l'ensemble de ces services. Alors, donc voilà, on vient de voir maintenant la partie traçabilité. Donc, c'est des choses, donc si je reprends dans l'ordre, une structure multi-compte, une identité forte, une traçabilité. Tout cela, vous devez le faire du premier jour. Donc, si vous l'avez fait, très bien. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. Et si vous commencez à utiliser la plateforme, faites-le dès maintenant. Alors maintenant, on va aller dans la partie applicative et on va voir la sécurité. Et l'idée ici, c'est d'appliquer la sécurité à tous les niveaux. Quand on parle d'appliquer la sécurité à tous les niveaux, on va voir le premier niveau, c'est le niveau physique. Donc là, on parle de quoi? On parle de data center. On parle de déploiement sur data center. On parle d'arrivée réseau, d'arrivée électrique, de déploiement sur plusieurs sites séparés de plusieurs kilomètres avec des profils de risque séparés. Donc là, ce que je viens de vous dire, c'est une définition de zone de disponibilité sur AWS. Et une bonne nouvelle par rapport à ça, c'est sous la responsabilité d'AWS. Donc, c'est AWS qui gère cette partie-là. Tout ce qui est région, donc c'est là où il y a les data centers AWS, tout ce qui est zone de disponibilité où se trouvent nos data centers. Donc, tout cela est géré par AWS. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour vous et ça répond aux standards de sécurité les plus élevés par rapport à ça. L'idée, c'est d'architecturer d'une manière à déployer, par exemple, sur 2 zones de disponibilité au sein de la même région ou 3 pour avoir de la haute disponibilité. Après, on va rentrer dans les détails par rapport à la partie réseau, donc comment on va utiliser tout ce qui est réseau. On le verra de la couche extérieure jusqu'à la couche intérieure, en passant par les accès Internet vers votre réseau sur AWS. On verra justement par la suite. Ensuite, on a la partie à l'intérieur, c'est les amis, à l'intérieur, la partie plutôt machine virtuelle ou la partie conteneur ou autre. Donc ça, c'est une autre partie à justement sécuriser. Et bien sûr, la donnée qui est toujours le point à sécuriser. Et on verra, par exemple, la partie chiffrement qu'on adressera dans la suite de la présentation.
Donc, on va commencer par la partie extérieure. Et là, on va parler de protection DDoS. Alors, DDoS pour distribuer denial of service. Donc, l'idée ici, c'est que on va justement, et une deuxième bonne nouvelle après la partie région, vous êtes protégé sans que vous ayez rien à faire, sans aucun coût supplémentaire sur les attaques DDoS de couche 3 et 4. Jusqu'à 83% des attaques DDoS, vous êtes protégé nativement sur AWS. Vous n'avez aucune action à faire. AWS vous protège nativement contre 83% des attaques sur AWS via le service qui s'appelle AWS Shield. L'idée ici, c'est de vous protéger contre cet ensemble d'attaques. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais des 17% qui restent? Justement, on a le service se décline en Shield standard que je viens de citer et Shield Advanced. Donc là, justement, c'est une partie du service qui vous permet d'accéder à des experts de sécurité chez AWS et qui travaillent avec vous pour justement combler ces 17% et de vous protéger vos applications contre ces 17% qui restent. Alors, donc, c'est la première chose à considérer. Donc, voilà, protection des DOS en standard, AWS vous protège contre 83% à retenir. 17% qui restent, vous avez la partie standard advanced que vous pouvez utiliser par la suite. Alors, en même temps qu'on parle de la partie DDoS, il y a la partie applicatif. Et là, on va parler justement de WAF, ou Web Application Firewall. Il y a un service managé à AWS qui s'appelle AWS WAF, justement, qui a un certain nombre de fonctionnalités que vous voyez ici, comme la protection contre les scanners, contre les bots, contre les injections SQL, contre du cross-site scripting et d'autres. C'est des règles WAF que vous pouvez implémenter sur AWS. C'est un service managé. Donc, vous avez juste à implémenter les règles WAF qui vous intéressent. Donc, vous avez la possibilité de le faire directement sur le service ou bien vous avez la possibilité d'utiliser des règles prédéfinies par des partenaires de sécurité AWS qui via un marketplace, vous proposent des règles, par exemple, si vous avez du WordPress, vous aurez des règles prédéfinies par des partenaires sécurité qui ont une expérience sur le WAF aussi et qui vous proposent des règles managées de leur côté et que vous pouvez activer donc sans avoir à vous-même configurer les règles WAF et les suivre avec le temps. Donc, vous pouvez soit le faire vous-même, soit faire appel à ces partenaires-là et via un marketplace directement les utiliser. Alors, là c'est la partie périphérique. Donc là, on est à l'extérieur. Maintenant, on rentre un petit peu plus à l'intérieur et on va voir la partie réseau. Et quand on parle de réseau sur AWS, on parle de Amazon VPC ou Virtual Private Cloud. C'est votre bulle réseau logique isolée chez AWS. Donc là, vous allez définir votre topologie réseau. Donc, vous allez définir des réseaux, des sous-réseaux. Ce qu'on vous invite à faire justement à ce niveau-là, c'est de créer des sous-réseaux publics qui ont accès, comme le nom l'indique, à Internet, des réseaux privés qui sont derrière, qui n'accèdent pas à Internet, en tout cas pas directement, qui n'ont pas d'adresse IP publique, mais qui peuvent y accéder via par exemple des proxys ou des NAT gateways. Et après, peut-être des zones aussi qui sont privées, qui n'ont pas du tout accès à Internet, de type des bases de données que vous pouvez faire. Donc là, je viens de vous décrire justement une architecture 3 tiers. Donc là, c'est la première approche, donc justement de définir cette topologie. Et ensuite, on va utiliser des règles firewall. Forcément, on parlera de règles de firewall, on parlera de security group, on parlera de NACL. Security group, c'est des règles de firewall stateful et NACL, c'est des règles de sécurité stateless. Donc, je vous invite à les utiliser pour sécuriser les règles de firewall et les accès, le trafic réseau sur AWS. Ensuite, on va parler à l'intérieur, on va entrer dans la partie machine virtuelle et là, c'est votre responsabilité, si on prend la responsabilité partagée. Et à ce niveau-là, donc là, je vous invite à utiliser des host-based agents, des agents que vous allez déployer avec des partenaires AWS ou bien utiliser des services comme Inspector qui vous permet d'analyser les vulnérabilités au niveau de vos machines virtuelles, de vous remonter ces vulnérabilités-là pour pouvoir les corriger. Justement, il ne faut pas juste les analyser, mais il faut les corriger. Donc voilà les actions que je vous invite à faire. Donc, il y a un ensemble d'actions qui reprennent ce qu'on vient de dire. Donc il faut les prendre et les revoir un à un. Alors maintenant, passons à la partie plutôt protection des données. Donc là, vous voyez, on rentre un peu dans les couches extérieures, réseau. Et maintenant, on va aller parler de la partie données. Données qui est très importante pour vous. Et ici, l'idée est simple, c'est de chiffrer tout. La recommandation qu'on vous donne, c'est de tout chiffrer en transit et au repos. Alors, en transit, première bonne nouvelle aussi, c'est que les endpoints AWS sont tous en HTTPS.
Donc, il n'y en a rien à faire. Vous allez me dire, qu'est-ce que je fais maintenant? L'idée ici, c'est d'utiliser la connectivité, une connectivité VPN, donc un VPN IPsec site-to-site managé par AWS. 2, d'utiliser du TLS SSL pour tout ce qui est communication applicative. 3, justement, pour la partie quand on parle de TLS, on va avoir besoin de certificats et là, AWS vous simplifie la tâche et vous propose un service qui s'appelle AWS Certificate Manager ou ACM qui vous permet de provisionner ces certificats-là, de les gérer, de les déployer sur par exemple des load balancers, sur un cache CDN et une fois qu'ils sont déployés, de les gérer et de gérer la rotation parce qu'il y a une difficulté par rapport à ça, de le gérer à l'échelle. Tout cela gratuitement. Et après, si vous voulez avoir un service privé pour avoir une PKI privée, ACM, il y a une partie, donc là, ce que je viens de dire, c'est la partie publique. Après, vous pouvez l'avoir sur la partie privée pour pouvoir déployer une PKI qui sera gérée par ACM. Alors ça, c'est la partie chiffrement en transit. Pour la partie chiffrement en repos, là aussi, la recommandation est simple, c'est de tout chiffrer, de chiffrer tout type ou tout support de stockage sur AWS, que ce soit des volumes disques, fichiers ou des disques directement, que ce soit des objets, par exemple sur notre service AS3, que ce soit sur des bases de données ou des data warehouse. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir chiffrer tout sur AWS. Et en parlant de chiffrement, bien sûr, on parlera de chiffrer les données, mais vous allez me poser la question, qu'est-ce que je fais comment je fais pour mes clés de chiffrement, les clés maîtres qui m'ont permis de chiffrer ces données-là. Là, AWS vous aide avec 2 services notamment, AWS KMS, Key Management Service, et AWS Cloud HSM, qui vous permettent de stocker vos clés de chiffrement maîtres, de pouvoir les gérer de manière scalable, d'une manière résiliente sur AWS. Alors, 2 services qui vous permettent justement et qui répondent à des standards FIPS 140-2 Level 2 pour KMS et FIPS 140-2 Level 3 pour Cloud HSM. Ils sont intégrés. Donc, si je prends par exemple KMS, on me parlait de chiffrer des disques EBS, des volumes disques attachés à vos instances ou à vos machines virtuelles. Vous avez juste à cocher une case et vous aurez le disque qui sera chiffré au repos. Cloud HSM, si vous voulez aller plus loin dans la conformité, on parle de FIPS 142-2 Level 3, d'avoir une scalabilité en termes de chiffrement, déchiffrement, d'avoir une scalabilité en termes de HSM, parce que ça sera des HSM, des partitions physiques dédiées pour vous, et vous pouvez avoir une scalabilité, vous pouvez augmenter le nombre de HSM, de les réduire, de payer à la demande. Ça, vous pouvez le faire directement avec Cloud HSM. Il répond aux standards aussi de l'industrie en termes d'usage. Vous pouvez utiliser par exemple le PKCS 11 et d'autres standards pour interagir avec Cloud HSM. Donc voilà 2 services qui vous permettent d'avoir un chiffrement au repos. Il n'y a pas d'exclus, je pense qu'à partir de là, il y a juste à les utiliser sur AWS. Quelques ressources pour aller plus loin par rapport à la plateforme. Alors, on parle d'automatisation qui fait partie des meilleures pratiques à considérer sur la plateforme. Quand on parle d'automatisation sur AWS, on parle d'abord des templates qui vont servir à déployer un environnement que vous allez utiliser. On va utiliser par exemple CloudFormation. On va parler de pipeline CI/CD que vous pouvez déployer, que vous pouvez justement déclencher quand il y a un service, quand il y a une attaque par rapport à ça. D'utiliser des règles config qu'on vient de voir au départ et de déployer des réponses. Alors un exemple par rapport à ça, on a parlé de GuardDuty qu'on verra justement par la suite. GuardDuty qui va analyser en temps réel et en continu les attaques ou les menaces ou les logs. Il va détecter potentiellement des menaces. Il va vous notifier via CloudWatch Events. Voilà, on retrouve CloudWatch Events. Et là, à partir de là, CloudWatch Events, il va faire quoi? Il va déclencher une lambda. Et cette lambda-là qui va contenir votre logique par rapport à cette menace-là, elle permettra justement de corriger l'attaque et de déclencher une action automatique. Ce qu'on vous invite à faire, c'est automatiquement. Vous pouvez bien sûr envoyer une alarme à une personne ou de votre SOC, mais en même temps de prendre une action automatique avec un script automatique. Alors, maintenant, on va dire on a tout fait, mais peut-être que voilà, qu'on n'a pas tout prévu. C'est un peu le souci avec la sécurité, c'est qu'on peut tout faire, mais parfois on ne prévoit pas tout. L'idée ici, c'est comment on se prépare pour réagir en cas d'incident. Si bien sûr il y a un incident qu'on a prévu, comment on réagit et comment on réagit quand on n'a pas prévu un cas d'usage. Donc là, on va parler de ce qu'on appelle une clean room. C'est un concept qui vous permet d'isoler certaines ressources, de créer un environnement vierge en parallèle et d'appliquer du forensic sur cette partie-là.
l'idée ici, c'est quoi? C'est qu'on va d'abord planifier pour l'ensemble des scénarios. Donc, si on a planifié, très bien. Donc, on planifie, on va prévoir la réponse qu'on va mettre en place via un environnement vierge. On va déployer des outils, des services qui vont permettre d'analyser ce qui se passe. Et en même temps, justement, si je n'ai pas prévu, qu'est-ce que je fais? Je notifie. Et quand je notifie, j'ai une alerte. Et après, je fais quoi? J'ai un runbook. J'ai déjà un process que j'ai écrit, un process avec des scripts que j'ai déjà prédéfinis, que je vais déployer en parallèle sur des comptes à part, sur des VPC à part, sur des parties à part qui n'ont rien à voir avec la production. Et je vais isoler ces ressources pour pouvoir analyser ce qui se passe au niveau de mon compte et justement de prendre des actions par rapport à ça. En plus de ce qu'on vient de dire au départ, qui sont des actions préventives et de détection, je prévois justement ce que je n'ai pas prévu et donc dans ce cas-là, de prévoir un script, des runbooks qui permettent de pouvoir répondre à ça. Et il y a un point très important, c'est l'escalade. Toujours avoir un process d'escalade, notamment pour les réponses de sécurité. Donc voilà quelques actions que je vous invite à lire par la suite et de les prendre en compte pour vos actions par rapport à ça. Donc voilà pour la partie théorique. Quand j'arrête, on va essayer d'aller sur la console et on va voir les quelques services qu'on vient de citer, notamment GuardDuty. Alors GuardDuty, qu'est-ce qu'il fait? On l'a dit, il arrive, tout simplement, il analyse 3 types de logs, les CloudTrail Events, les logs réseau et les logs DNS. Donc, vous l'activez sur un compte ou plusieurs comptes et il le fait pour vous d'une manière continue. En se basant sur du machine learning, en se basant sur des informations qu'on reçoit des tiers, des partenaires tiers de sécurité. Donc, on va agréger ces informations-là et on va détecter les menaces. Il y a une cinquantaine de menaces qu'on détecte. Et l'idée, c'est qu'on vous notifie par rapport à ça. On vous notifie directement via CloudWatch Events et bien sûr, encore une fois, déclencher une lambda, déclencher un workflow qui permet de répondre à ces actions-là. Donc là, vous voyez un certain nombre de menaces qu'on voit sur CloudWatch, qu'on voit sur GuardDuty, qui sont considérées par GuardDuty et on enrichit, on continue justement ces menaces. On va aller justement tout de suite voir GuardDuty. Alors, voici la console AWS pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, on va voir rapidement. Il y a l'ensemble, vous voyez ici la liste des services de sécurité que vous pouvez utiliser sur AWS. Donc là, on va aller voir GuardDuty. Alors, à ce niveau-là, voilà, la console est simple. Moi, je l'ai déjà activée. Vous pouvez l'activer d'un clic. Justement, il y a un clic à faire. Vous donnez l'autorisation à GuardDuty et c'est fini. À partir de là, il va le faire d'une manière continue. Et là, vous voyez un certain nombre, ce qu'on appelle des findings ou des trouvailles qu'il a analysées sur votre réseau. Donc là, vous aurez sur cette console-là l'ensemble des trouvailles. Donc, je vais essayer de voir quelques-uns. Donc là, si je prends celui-là, donc là, je peux aller lire ce qui s'est passé. Donc là, c'est quoi? C'est qu'il y a une instance OC2 qui est en train, qui a un port qui n'est pas protégé. Quand on dit un port non protégé, c'est qu'il y a quelque chose qui est ouvert à l'extérieur et qui est, on va dire, scanné tout le temps. Là, il s'agit de quoi? On peut lire le port, c'est le port 22. Donc, le port 22 est ouvert et il est scanné en continu par une autre instance à l'intérieur de votre VPC. Alors, justement, pour vous dire, ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai préparé ce scénario. J'ai justement simulé une attaque sur un VPC. Donc, j'ai déployé des instances et j'ai justement simulé une attaque pour vous permettre de voir ces findings. Donc là, je vois un certain nombre d'informations qui sont intéressantes. On a la sévérité. Donc, on a une sévérité qui est proposée par GuardDuty. On low, medium et high. Donc, c'est des sévérités qui ont un score qui est défini par GuardDuty, qui vous permet d'avoir une action, justement, de prioriser sur quelle action je vais prendre, la low, medium ou high. Bien sûr, quand il s'agit de high, vous prendre l'action par rapport à ça directement. Dans quelle région, le nombre de fois où il y a une probe, où il y a un scan de ce port-là pour pouvoir l'attaquer. Donc là, vous voyez, il y en a 24. Donc, quel compte, quelle était la ressource qui a fait ça? Quelle est la liste de threats? Donc ça, c'est une classification de menaces sur AWS. Et après, on voit la ressource qui a été attaquée ou la ressource qui a été affectée. Donc là, on l'a vu, quelle est l'instance, quel est le port, le type de l'instance, est-ce qu'elle est allée, est-ce qu'elle tourne ou elle ne tourne pas. Donc là, vous pouvez prendre ces informations-là pour pouvoir les utiliser par la suite. Et après, on va voir les tags. Bon, c'est les tags qui sont associés à l'instance. Donc là, ensuite, on va voir est-ce qu'elle a une adresse IP publique, elle n'a pas d'adresse IP publique, et l'action qui a été utilisée par AWS par rapport à ça.
Donc là, si on voit, il y a un probe, est-ce que le réseau a bloqué ça ou pas? Donc là, vous voyez qu'il a été bloqué. Et là, on voit l'acteur, donc l'acteur qui a fait cette partie-là. Donc, qui a fait cette partie-là? C'est une adresse de Chine. Ah, je dirais même que ce n'est pas forcément moi. Alors, je vous ai dit, alors ceux que j'ai fait sont justement par la suite. Là, on peut le voir notamment ici. Hein, donc, je vais revenir par là. Donc, hop, je vais close. Donc là, il y a quoi? Il y a 9 minutes. Il y a 9 minutes à peine. On voit une attaque justement qui a eu lieu il y a 9 minutes. Et on voit qu'elle a été faite depuis justement la Chine avec sa date IP. Donc là, on voit qu'il y a une attaque ou un scan qui en continue sur les instances qui sont sur AWS. Donc vous voyez, donc là, c'est une attaque que je n'ai pas simulée, qui est arrivée il y a 9 minutes, donc juste pendant notre présentation, qui me permet de voir en temps réel ce qui se passe sur GuardDuty. Donc voilà, je vous invite à voir, il y a un ensemble d'informations qui sont définies. Donc, vous pouvez aussi là voir le format du finding. Donc, là, c'est le format JSON qui est envoyé par GuardDuty pour vous permettre justement de lire ce qui se passe au niveau de GuardDuty. Donc, on a la possibilité de voir ça. Vous pouvez avoir un compte, voire plusieurs comptes sur AWS. Ah, malheureusement, on vient d'être déconnecté. Ça tombe bien. On va se reconnecter. Là, j'utilise, vous voyez, le MFA et j'ai un MFA logique, hop, qui me permet de me connecter. Et j'ai même, ce qui prouve que j'ai une politique de sécurité derrière. C'est bien. Donc, quand on fait des démos de ce type-là, on a la possibilité de voir. Voilà. Donc voilà, je reviens sur GuardDuty. Sur GuardDuty, on a la possibilité de voir cet ensemble de findings, de simuler des findings. Si on va sur des comptes, on a la possibilité d'ajouter des comptes dans votre organisation, d'avoir un seul compte master qui vous permettra justement d'avoir une vue globale dans un compte de sécurité, comme on l'a vu au début de la présentation. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir cet ensemble de vues de tous les comptes. Et on va voir un deuxième service, Security Hub, que je vous ai aussi présenté, qui est en preview, mais qui peut être utilisé pour ceux qui ont déjà des comptes sur AWS. Security Hub, c'est votre dashboard unifié, donc que vous allez avoir sur AWS. Donc, c'est un dashboard unifié que vous pouvez utiliser sur AWS, qui permet de récupérer des logs des services de sécurité comme GuardDuty, Inspector, mais ici, ou des partenaires externes, partenaires sécurité qui sont sur AWS, que je vous montrerai justement par la suite. Donc voilà, vous avez cette vue-là. On va avoir un certain nombre de findings. Là, c'est les top insights, donc c'est les top vues que vous avez sur votre compte, sur mon compte. Là, vous voyez tout ce qui est GuardDuty, Inspector et les autres providers. Un point très important, CIS. CIS qui est un standard qui est proposé, qui est un benchmark qui est proposé par une organisation qui permet justement de vérifier d'un point de vue rapide les best practices qu'on a citées dès le début. Donc, on parle de compte route, on parle d'activer le MFA, on parle justement de rotation de mot de passe, on parle de la politique de mot de passe, ainsi de suite. Donc là, vous voyez, d'un seul point de vue, vous avez l'accès, vous avez l'ensemble des services qui sont compliant ou pas, justement, qui sont compliant ou pas par rapport à votre usage. Et donc, à partir de là, vous prenez des actions par rapport à ça. Donc là, vous avez la possibilité de le faire. Donc là, vous voyez l'ensemble des comptes qui ne sont pas forcément compliant et qui vous permettent justement de lire et de les appliquer sur votre compte ou sur plusieurs comptes. Là aussi, vous avez la possibilité d'avoir une vue sur plusieurs comptes. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de le faire, d'agréger ces comptes-là ici, d'avoir des insights, donc de créer vous-même des findings, de créer vous-même votre dashboard par rapport à ce que vous souhaitez voir sur Security Hub. Et c'est intéressant parce qu'à partir de là, vous avez une seule vue unifiée. Tout le monde envoie les logs dans le même format, fini d'avoir des formats différents. Et à partir de là, vous pouvez l'utiliser sur AWS. Donc là, on a la possibilité de le faire. Je vous montre rapidement à la fin les différents providers, donc les autres partenaires de sécurité AWS. Donc, vous voyez, donc il y a déjà les services de sécurité inclus sur AWS et ensuite, vous avez d'autres fournisseurs de sécurité que vous connaissez par ailleurs, qui sont ici à l'écran, auxquels vous pouvez souscrire et justement recevoir les informations directement depuis ces services sur GuardDuty. Donc voilà une présentation rapide de Security Hub et de
GuardDuty. Alors pour finir justement, on a un ensemble de services de sécurité. J'aimerais bien passer à la partie questions-réponses. On a un ensemble de services de sécurité sur AWS. Donc on a parlé de quelques-uns, mais sachez qu'il y a un ensemble assez intéressant pour vous pour pouvoir les utiliser par la suite. Bien sûr, je finis par les partenaires que vous avez vus rapidement sur GuardDuty. Il y en a pas mal d'autres que vous pouvez trouver sur la marketplace AWS qui vous permettent de justement utiliser ces services à la demande dans l'Esprit Cloud et d'avoir une seule facture à la fin du mois pour avoir juste une vue unifiée. Donc, merci pour votre écoute. Maintenant, on place aux questions. Alors, première question, quelles sont les best practices en termes de sécurité lors de la mise en œuvre de VPC avec un cloud privé? Donc, on l'a vu justement pendant la présentation. Je ne sais pas si la question était avant ou après ma présentation, mais l'idée, comme on l'a vu, c'est de définir votre réseau d'une manière à avoir une topologie réseau qui ne varie pas avec vos adresses IP si vous êtes en premise, si vous avez une connectivité avec vos data centers, ne pas avoir d'overlapping, d'avoir une politique un adressage IP qui soit, on va dire, réfléchi dès le départ, qui ne soit pas trop petit, qui ne soit pas trop grand. Comme ça vous permet dans l'ensemble des VPC que vous avez créés sur AWS d'avoir une politique d'IP intéressante. Ensuite, de créer des sous-réseaux, donc on l'a dit, des sous-réseaux publics, des sous-réseaux privés, des sous-réseaux qui n'ont pas accès sur Internet, ceux qui ont accès sur Internet, d'appliquer des règles de firewall, un ACL, stateless pour les trafics entre les différents subnets, d'avoir des sécurités groupes. Donc ça, c'est quelques best practices. Il y a de la documentation. Sachez qu'on aura les questions, on va essayer de répondre à quelques-unes. Pour aller plus loin, on va prendre les questions et on va essayer de vous répondre par la suite directement par mail. Comme ça, je vous envoie une réponse avec un lien vers la documentation AWS. Alors, où peut-on trouver de bonnes docs pour mettre place correctement web? Sur la documentation AWS, et je vous enverrai sur la documentation AWS et des blog posts AWS que je vous invite aussi à voir. Je vous envoie aussi ces docs-là. Alors, quelle est la méthode de tarification pour GuardDuty? Alors, d'une manière générale, toutes les tarifications d'AWS sont sur AWS, sont sur la documentation AWS. Donc, vous avez la possibilité d'avoir pour chaque service les prix associés. Pour GuardDuty, ça va être, on l'a dit, l'analyse de log CloudTrail, l'analyse de log réseau et l'analyse de log DNS. Donc, à partir de là, ça va être la volumétrie des logs qu'on va analyser. D'accord? Donc, vous avez la possibilité justement d'avoir 30 jours où vous pouvez essayer GuardDuty pour voir effectivement quelle est la volumétrie qu'il y a donc, pour prévoir par rapport à la suite. Et je vous invite justement à aller voir la tarification sur AWS. Alors, quid de la possibilité de chiffrer un route volume EC2? Oui, il est possible de chiffrer un volume réseau, un volume route sur EC2. Si on parle nativement sur AWS, il faut partir d'une AMI ou une Amazon Machine Image qui est chiffrée et à partir de ça, le route volume, on peut le chiffrer. Donc, il faut que l'AMI soit chiffrée pour que le route volume soit chiffré. Alors, je prends une dernière question. Alors, merci pour votre webinaire. Où peut-on trouver? Alors, oui, alors, on va vous partager la présentation et on va vous partager aussi l'enregistrement de la présentation. Comme ça, vous pouvez le revoir à tête reposée et de revoir les différentes actions qu'on vient de citer. Donc, voilà. Merci. Il y a pas mal de questions. Je vous remercie pour votre écoute. On va essayer de répondre à ces questions-là et vous aurez les réponses et les liens quand il s'agit de lire. Merci encore et bonne journée.